Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rechta, directeur de Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. On parle vaccin et anti-vax aujourd'hui. L'actu, c'est notamment la campagne de vaccination qui a démarré contre la grippe et le Covid. Elle a démarré mardi 14 octobre. Seulement voilà, les Français se vaccinent moins depuis la crise sanitaire. L'an dernier, moins d'une moitié l'ont fait pour la grippe et le taux était encore plus faible pour le Covid. Dans ce Complorama, on évoque donc le tweet du professeur Didier Raoult sur vaccin anti-Covid et cancer. On revient sur la politique de vaccination aux États-Unis avec Robert F. Kennedy Jr. Bref, de la complosphère et de l'antivaxisme. Antivax, le retour, c'est le 96e numéro de Complorama. Et on commence donc par un tweet, celui du professeur Raoult sur les vaccins contre le Covid et les cancers. Un tweet qui a été repris et cité par Cyril Hanouna dans son émission sur W9. Vous voulez parler de Didier Raoult? Didier Raoult, d'accord. Ça, j'adore. Ah oui. J'attendais ça depuis longtemps. J'attendais ça depuis longtemps et j'attends les conclusions d'AstraZeneca. Voilà, Didier Raoult a publié un tweet qui a fait beaucoup réagir. En fait, il affirme qu'il existerait un lien entre la vaccination contre le Covid et une hausse des cancers. Donc, il s'appuie sur deux études récentes, une italienne qui porte sur 300 000 cas et une sud-coréenne qui porte sur 8 millions de cas. Donc, Didier Raoult reprend deux chiffres dans son tweet, plus 37% de cancer chez les personnes vaccinées et plus 157% de cancer du pancréas chez les personnes ayant eu 2 injections. Revoilà donc le professeur Raoult qui remet le doute sur la vaccination et le Covid. Je rappelle que son étude de mars 2020 sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine contre le Covid-19 a été officiellement invalidée en décembre 2024 par son éditeur pour des manquements éthiques et méthodologiques. Revoilà donc le professeur Raoult, Rudy. Oui, alors ce lien affirmé entre vaccination et hausse des cas de cancer, il repose effectivement sur deux études. Le problème, c'est que lorsqu'on y regarde de plus près, et plusieurs journalistes de vérification des faits, de fact-checking, notamment de l'AFP Factuel, sont penchés sur ces études, avec des experts d'ailleurs, et ils se sont rendus compte que les auteurs des études mises en avant ne tirent eux-mêmes aucune conclusion et qu'elles comportent des limites méthodologiques comme la plupart des études. Autrement dit, on est là dans un cas typique de confusion entre corrélation et causalité. Corrélation, deux phénomènes qui se produisent en même temps. La causalité, c'est que le phénomène B est la conséquence du phénomène A. C'est ce que suggère et affirme Didier Raoult. Ce n'est pas ce que suggèrent ni ce qu'affirment les auteurs même de ces études. On se souvient que Didier Raoult s'était prononcé en 2021 pour la vaccination systématique des soignants, ce qui avait provoqué beaucoup d'émoi au sein de sa base sympathisante, son avocat même à l'époque, qui avait pris position contre lui. C'est-à-dire que même déjà dès cette époque, il était entouré d'antivax. Là, on peut dire qu'il a fait un pas supplémentaire dans l'idéologie anti-vaccination. Tristan. Oui, ce qui est assez notable évidemment dans cette séquence, c'est que Didier Raoult a gardé toute sa puissance de viralité. Il a un compte sur X où il cumule près de 1 million d'abonnés encore aujourd'hui et il est au sein de la complosphère française et francophone vraiment une figure vraiment majeure. Il a été érigé en héros, en martyr du système. Il faut rappeler que tout récemment le Conseil d'État vient de rejeter son recours contre l'interdiction d'exercice à 2 ans pour lequel il avait été condamné. Et ce tweet, là encore, si on reste sur ce tweet du 6 octobre, sur les liens supposés entre le vaccin et les cancers, eh bien, il a été vu près de 700 000 fois, 680 000 fois. Et c'est d'ailleurs le tweet de cette année de Didier Raoult qui a été le plus vu. C'est dire en fait combien cette thématique est importante pour sa base et notamment sa base complotiste anti-vax. Alors ce qui est intéressant avec Didier Raoult, c'est évidemment la relation qu'il a avec la complosphère et parfois la complosphère la plus radicale. Il va régulièrement sur certains médias, notamment des médias qui sont vraiment très marqués sur le terrain du complotisme et notamment tout récemment, le 2 octobre dernier, sur un média qui s'appelle Géopolitique Profonde, dont on a déjà parlé ici et qui est un média complotiste vraiment radical qui relaye de façon extensive tous les délires autour de la théorie
théorie complotiste de Brigitte Macron est un homme, et à peu près toutes les théories complotistes possibles et imaginables. C'est un média totalement pro-russe. Bref, il est allé sur ce média tout en sachant évidemment qu'il y avait une audience parfaitement favorable. Et c'est vraiment, pour moi, la preuve vraiment de l'intrication de ce personnage au sein de cette complosphère, même si lui-même a une position, disons, plutôt vaccinosceptique. Je ne vais pas le traiter de complotiste. Et puis, dernière chose, ce qui est assez important à noter pour moi, c'est que cette sortie publique de Didier Raoult va évidemment réactiver, va nourrir une thématique qui est extrêmement forte dans la complosphère, celle qui associe les vaccins au cancer. Ça rappelle ce que la complosphère nomme les turbo-cancers. C'est une de ces expressions typiques. Oui, c'est un concept qui a été popularisé par la généticienne Alexandra Henrion-Caude. On l'avait vu à l'époque du Covid, dans une manifestation organisée par Florent Philippot du Parti des Patriotes. Et ces turbocancers seraient des cancers à croissance rapide, particulièrement agressifs, qui seraient précisément causés par les vaccins contre le Covid-19. Alors il existe bien des cas rares, extrêmement rares, d'accélération de lymphome déjà présent dans le corps après une vaccination. Et pour les chercheurs, c'est sans doute lié à l'inflammation causée par la vaccination. Mais il faut le dire, rien, absolument rien, à ce jour, ne permet de dire que c'est la vaccination qui a fait naître ces lymphomes, encore une fois, dans des cas extrêmement, extrêmement rares. De plus, il est tout à fait exact qu'on enregistre une augmentation des taux de cancer chez les jeunes, mais c'est le cas depuis au moins le début des années 90, donc difficile de faire un lien avec la vaccination contre le Covid. Et puis, autre facteur bien repéré, identifié par le docteur Jérôme Barrière, oncologue, qui est très engagé sur les questions des informations en santé, il y a plus de cancers aujourd'hui déjà parce que la population vieillit, tout simplement. Tout simplement. Il y aurait donc des cancers supposément causés par le vaccin anti-Covid, ce qui amène la complosphère à questionner le statut vaccinal de toute personne qui décède brutalement, Tristan. Oui, c'est un sport national, vraiment dans la complosphère. C'est devenu une sorte de passage obligé. Et à chaque fois qu'une personnalité meurt d'un cancer, ou d'autres choses d'ailleurs, ou a des problèmes de santé, on va avoir des internautes complotistes, anti-vax, qui vont quasi systématiquement questionner son statut vaccinal. Sous-entendu, évidemment, cette personnalité serait morte des suites d'un vaccin foudroyant contre le Covid. Et puis on a cet exemple qui est assez triste, le cas d'Axel Kahn, qui était président de la Ligue contre le cancer, et jusqu'à sa mort, il était président de cette institution, et qui est mort d'un cancer foudroyant en juillet 2021, et s'en est suivi un torrent de tweets absolument abjects, questionnant évidemment son statut vaccinal, en suggérant évidemment qu'il était mort plutôt d'un vaccin anti-Covid. Et je rappelle juste au passage que Alexandra Henrion-Caude, dont on parlait à l'instant, et qui a popularisé ces fameux turbo-cancers, avait attaqué en diffamation Axel Kahn peu avant son décès, parce qu'Axel Kahn l'avait qualifié de figure de proue des antivax. Et puis il y a une autre histoire qui date de 2021. Vous vous souvenez peut-être du malaise cardiaque qu'avait fait ce joueur de foot danois, un buteur qui s'appelle Christian Eriksen. Eh bien, Francis Lalanne, lui aussi figure de la complosphère française, avait suggéré, mais quelques minutes après ce malaise, le joueur était encore sur la pelouse, sur le terrain, que c'était le vaccin anti-Covid qui était la cause de l'incident. Ça avait choqué beaucoup de monde à l'époque. Et vous avez aussi remarqué que le mouvement anti-vax gagne en visibilité sur les sites de vente en ligne et des sites très connus. Oui, c'est quelque chose qu'on a souvent souligné, d'ailleurs ici, à Complorama. On a des plateformes comme la Fnac ou Amazon dont les algorithmes font remonter beaucoup de contenus problématiques. Et pour ce qui nous intéresse ici, notamment des contenus anti-vax. Alors pour une raison assez simple, c'est que en fait, les communautés les plus extrêmes interagissent plus que les autres sur ces types de plateformes. Et cette interaction, cette effervescence d'engagement en ligne autour de certains ouvrages est perçue par les algorithmes comme une potentialité de vente, et donc elle leur donne une survisibilité artificielle. Le résultat, c'est que, par exemple, sur le site de la Fnac, les 20 premiers résultats qui s'affichent, si on cherche le mot vaccin, sont quasiment tous des livres vaccino-sceptiques. On a la même chose, le même symptôme sur Amazon, et en première page de résultats, d'ailleurs, sur le site d'Amazon, on a même un ouvrage d'un chaman
urinothérapeute totalement exalté qui s'appelle Tal Chaleur, avec un bouquin titré « Vaccin, un génocide planétaire ». Alors je précise juste une chose, c'est que pour ce livre par exemple de Tal Chaleur, il n'apparaît pas si on choisit l'onglet des meilleures ventes à la place de la présentation algorithmique par défaut. Et puis si on se met en navigation privée justement pour neutraliser le biais algorithmique et qu'on recherche des résultats sur le mot vaccin sur le site d'Amazon Livres, eh bien ce qui ressort beaucoup sur les 16 résultats, à peu près le tiers sont des livres d'un certain Michel Delorgeril. Or c'est très problématique parce que c'est un chercheur au CNRS qui milite contre les vaccins depuis des années. Il relaye notamment l'idée fausse d'un lien entre la vaccination et l'autisme. Il a aussi mis en doute l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 et la transparence de leurs fabricants dans plusieurs interviews à des médias qu'on connaît bien ici, comme Russia Today, comme François, qui sont des sites très défavorablement connus de tous les journalistes qui travaillent sur la désinformation. Puis un autre auteur qui revient depuis des années dans les résultats de recherche, c'est Marc Menant. Oui, Marc Menant, chroniqueur à CNews, ancien prof de maths, auteur de l'inquiétante histoire des vaccins, qui a une ambition assez folle, qui est celle de quand même réfuter les travaux de Louis Pasteur, rien que ça, et de rejeter le consensus médical sur l'apport des vaccins. C'est aussi l'auteur, Marc Menant, d'un essai intitulé sobrement « La médecine nous tue ». Quand on adhère aux théories complotistes, est-ce qu'on a plus facilement tendance à aller vers l'antivaxisme, Tristan ? Oui, c'est le cas de plusieurs figures de la complosphère, et notamment d'Étienne Chouard, qui est assez emblématique et assez exemplaire. On peut l'écouter. Je vais juste vous dire sur les antivax, on se fait traiter d'antivax, là aussi, faut l'assumer. Moi, j'étais pas antivax, je suis devenu. Je suis devenu parce que c'est scandaleusement dangereux. Alors, qui est-ce, Étienne Chouard, et que dit-il ici ? Alors, Étienne Chouard, c'est vraiment une figure de la complosphère francophone qui est passée de la contestation du traité constitutionnel européen à une proximité assez flagrante avec les mouvances notamment proches d'Alain Soral, mais aussi de l'UPR de François Asselineau. Toutes ces mouvances, évidemment, qui gravitent et qui sont influentes au sein de la complosphère. Et ce qui est intéressant avec le cas d'Étienne Chouard, c'est qu'il montre comment on peut passer d'un propos particulier, lié par exemple à une critique de l'Europe, à une vision complotiste du monde qui finit par le contaminer, le faire contaminer avec des discours qui sont pour le coup anti-vax. Tout ça pour dire que le complotisme en général est une passerelle assez évidente vers l'antivaxisme. Alors quand on dit que ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en Europe, eh bien direction Bruxelles, où au Parlement européen est né ce mercredi 15 octobre le mouvement Make Europe Healthy Again. Make Europe Healthy Again, vous entendez derrière ce slogan que ça ressemble un peu à MARA, Make America Healthy Again, qui est le projet politique sanitaire qui a été porté par Robert Kennedy Jr. aux États-Unis et qui lui a permis d'accéder aux manettes du pouvoir. Et c'est quelque chose que nos concitoyens doivent comprendre, c'est que les questions sanitaires, au fond, sont d'énormes leviers politiques. Aujourd'hui, la question de santé ne se résout plus dans le cabinet avec votre médecin, dans l'intimité du secret médical. Vous avez compris que la question sanitaire et médicale est devenue un enjeu biopolitique, un enjeu économique, un enjeu industriel et même un enjeu militaire. Et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, votre santé vous échappe, la santé publique nous échappe. Elle est au fond pilotée par des instances multinationales privées ou par des tutelles supranationales comme l'OMS ou des choses comme ça. Alors on vient d'entendre Louis Fouché sur le site Toxin parler du lancement du MEA en Europe. Alors qui est-ce et pourquoi ce mouvement arrive en Europe ? Comment est-ce possible, Rudy ? Bon, pour situer Louis Fouché, là aussi c'est une figure majeure du mouvement covido-sceptique, anesthésiste, réanimateur de la région de Marseille comme Didier Raoult. Et il s'était illustré pendant la crise Covid en créant le réseau Réinfo Covid notamment. Et il est au comité de pilotage de Make Europe Healthy Again.
européenne. Et cette initiative, elle a eu lieu, elle s'est traduite par une conférence à Bruxelles dans une salle du Parlement européen. Ça a duré 4 heures. Elle a été relayée, je crois, par à peu près toute la mouvance anti-vax française. Et dans le public, on reconnaît plusieurs figures de la complosphère covidosceptique. Éric Leridan, Christian Perron, qui, je rappelle, pense que la pandémie a été planifiée, ou encore l'eurodéputée du Rassemblement national, Virginie Joron, qui, dans un tweet, explique que MEA, donc cette initiative, vise à rendre l'Europe en bonne santé en améliorant la qualité des éléments des lieux de travail et plus encore. Alors effectivement, s'il s'agit d'améliorer la qualité de ce qu'on mange, je ne vois pas qui pourrait s'en plaindre. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas du tout arrêté à ça. On a présenté les vaccins pendant des heures comme des produits dangereux et les laboratoires pharmaceutiques comme des menaces pour la santé publique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette initiative, c'est un événement politique, c'est tout simplement, ils l'ont dit très bien eux-mêmes, une tentative d'importer des États-Unis la politique anti-science et anti-vax de Robert Kennedy Jr., politique faite de rejet du consensus scientifique, de discours complotistes dirigés contre Big Pharma et les agences sanitaires, et c'est la raison pour laquelle l'événement a surtout été couvert par des médias alternatifs comme Toxin, comme François ou Nexus, dont le tropisme conspirationniste est plus qu'avéré. Oui, là, on a une manifestation qui est assez symptomatique de ce revival anti-vax qui profite évidemment de l'enceinte du Parlement européen qui lui donne évidemment une force symbolique absolument folle. On avait déjà eu en 2022 au Parlement européen une conférence du même type avec le même dispositif où cette fois-ci on avait invité Christian Perron, dont tu parlais ici à l'instant, qui est une figure évidemment appréciée de la mouvance anti-vax et qui était invité par Identité et démocratie, qui est un groupe d'extrême droite européen au Parlement européen. Et son intervention était introduite à l'époque par Virginie Joron, du Rassemblement national dont tu parlais à l'instant. Alors cette conférence qui a été organisée donc il y a 2 jours est une conférence qui, elle, a été soutenue par une fondation qui s'appelle Patriots for Europe, qui est affiliée au parti européen Patriots.EU, qui est un parti en fait qui réunit des partis d'extrême droite au niveau européen comme le FPO en Autriche, le Rassemblement national en France ou le Fidesz en Hongrie avec d'autres partis politiques. Il se trouve que d'ailleurs le député européen RN Thierry Mariani est également membre de cette fondation qui accueille cette manifestation au Parlement européen. Mais le point culminant évidemment de cette manifestation au Parlement européen, ça a été la présence en guest star de Robert Malone, qui est, si on veut, le bras droit de RFK Jr. aux États-Unis sur les questions de vaccination. Et Malone, qui est vraiment une figure de la complosphère anti-vax planétaire aux US et dans le monde, et c'est un médecin américain qui était pionnier dans la technologie ARN messager appliquée à certains vaccins anti-Covid. Mais ce qui est notable évidemment avec cet individu, c'est qu'à partir de juin 2025, il est nommé par RFK Jr. lui-même comme membre du comité scientifique qui conseille la grande agence de santé américaine CDC en matière de vaccination. Donc là, on a un événement clairement où on cherche à créer une émulation transatlantique entre le mouvement ou la mouvance MAHA aux États-Unis et cette mouvance naissante européenne MEHA pour Make Europe Healthy Again. Et ce qui était assez déroutant pendant cette manifestation, c'est qu'on a eu notamment une minute de silence en hommage à Charlie Kirk. On se demande quel est le rapport entre le décès de Charlie Kirk et cette conférence qui concerne la santé des Européens. Eh bien, je crois que ce qui est évident, c'est la tonalité idéologique qu'il y a derrière. C'est clairement une initiative politique poussée par l'extrême droite européenne, une tentative d'importation du modèle américain au cœur de nos institutions européennes, une tentative de constitution d'une véritable internationale transatlantique anti-vax. Pour finir sur cet événement, je voudrais juste rappeler un moment un peu savoureux. À la tribune, à un moment, on a un cardiologue britannique, Asim Malhotra, qui appelle d'ailleurs à un moratoire sur les vaccins. Et il y a une séquence un peu folle dans laquelle il se met à déplorer que Donald Trump se soit récemment fait vacciner, en ajoutant que lui aussi, Trump, était une victime de la désinformation médicale. Eh
bien, la transition est toute trouvée. On part aux États-Unis avec toujours Robert F. Kennedy Jr. dont on vient de parler. Je rappelle qu'il est secrétaire américain à la santé et aux services sociaux. Et dernièrement, il a bouleversé la politique vaccinale du pays, comme par exemple la suppression de la recommandation vaccinale Covid pour les enfants en bonne santé et les femmes enceintes. Je rappelle aussi donc que Donald Trump a quitté l'OMS par décret. C'était en janvier dernier. Et sur la vaccination, eh bien, la Floride emboîte le pas à RFK Jr. puisque l'État républicain a annoncé début septembre vouloir mettre fin à toutes les obligations vaccinales, y compris celles des écoliers avec l'hépatite B, la varicelle et d'autres. Qu'est-ce que ça dit de la vision de la santé aux États-Unis sous Donald Trump ? Ça dit qu'on est face à une institutionnalisation du discours anti-vax et de la suspicion conspirationniste avec une résonance globale forcément parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui se passe aux États-Unis ne tarde pas beaucoup à venir ici sur les rivages du vieux continent, exactement. Ce à quoi on va assister très probablement dans les mois et les années qui viennent, c'est à la production de rapports, d'études, probablement de commissions d'enquête officielles qui vont permettre à la mouvance conspirationniste, qui en général sont dans la contestation de la parole officielle, eh bien de se réclamer pour le coup d'autorité, avec tout ce que ça implique en termes d'effet de légitimation de leur parole. Donc c'est pour le moins inquiétant. Alors, on parle de RFK Jr. On l'a entendu le 22 septembre dernier. Il a parlé, à côté de Donald Trump, d'un sondage qui dit que les mères d'enfants autistes croient que l'autisme est dû au vaccin. On l'écoute. Some 40 to 70% of mothers who have children with autism believe that their child was injured by a vaccine. Environ 40 à 70% des mères ayant des enfants autistes estiment que leur enfant a été blessé par un vaccin. Le président Trump considère que nous devrions écouter ces mères plutôt que de les manipuler psychologiquement et de les marginaliser comme l'ont fait les administrations précédentes. Certains de nos amis aiment dire qu'il faut croire toutes les femmes. Ces mêmes personnes ont réduit au silence et diabolisé ces mères pendant 3 décennies, car la recherche sur un éventuel lien entre l'autisme et les vaccins a été activement étouffée par le passé. Il faudra du temps pour que les scientifiques examinent honnêtement ce sujet. C'est la vraie voix de RFK Jr. Ne réglez pas vos appareils. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'on n'est pas sûr de ce que dit la science, mais on est sûr des sondages. Oui, on est vraiment là sur un symptôme assez inquiétant d'une posture assez classique, vraiment dans la complosphère anti-vax. L'idée qu'il y a un sondage d'opinion ou de ressenti, ici des mères qui sont convaincues que leurs enfants sont devenus autistes à cause du vaccin, et bien que ce ressenti, ce sondage, peut être le support d'une politique sanitaire. En gros, c'est ça. Et on est vraiment là dans quelque chose qui ressemble à du populisme scientifique pur, où la croyance supplante toute méthodologie scientifique. Et tout ça va évidemment nourrir et renforcer la suspicion complotiste anti-vax. Comment on dit, Rudy, en latin ? Argumentum ad populum. C'est l'argument populiste par excellence. Dans la série « Faites ce que je dis, pas ce que je fais », on a Donald Trump qui annonce qu'il s'est fait vacciner. C'était le 11 octobre dernier. Alors ça, c'est surprenant. Oui et non. Trump, en fait, surfe sur les anti-vax depuis des années, mais il en finit pas moins par se faire vacciner. C'est un pragmatique, Trump. C'est pas un idéologue comme Bolsonaro qui, pendant la pandémie, avait refusé de se faire vacciner. Donc Trump, il a toujours cultivé l'ambiguïté sur cette question. Il ménage d'un côté les anti-vax, il prend RFK comme secrétaire à la santé, mais il n'a jamais dit qu'il était contre les vaccins. Il se vante même d'avoir agi pour la vaccination des Américains. Je rappelle qu'en avril 2020, il était président des États-Unis, Donald Trump déjà, il a lancé l'opération Warp Speed pour financer à coût de milliards de dollars le développement de traitements anti-Covid, mais surtout le développement et la commande de centaines de millions de doses de vaccins pour les Américains. Donc c'est tout sauf un anti-vax. Et tous ces discours qui alimentent le vaccinoscepticisme ont des conséquences dans le réel, Tristan. Oui, on a même des chiffres avec un impact significatif, notamment de ces discours anti-vax auprès des républicains américains, particulièrement des républicains américains. On a un sondage d'octobre 2024 qui montre que 81% des républicains disent qu'ils ne se feront probablement pas vacciner, tandis que 62% des démocrates, eux, disent qu'ils sont ou qu'ils vont se faire vacciner. Et en 2025, on a un autre sondage, courant janvier 2025, où on apprend que 26% des parents
grands républicains déclarent qu'ils ont reporté ou ignoré la vaccination pour leurs enfants contre seulement 5% chez les parents démocrates. On a un rapport faramineux de 1 à 5. Eh ben, 1 à 5, c'est le nombre de Français, en fait, 1 sur 5 en tout cas, qui pensent que les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19 ont provoqué directement des dizaines de milliers de morts. C'est évidemment faux, c'est pas du tout établi, loin de là. 1 sur 5 aussi qui pensent que les vaccins développés contre le Covid-19 ont entraîné de nombreuses maladies neurodégénératives. Ce sont des chiffres issus de l'IFOP et d'un sondage de 2022. Rudy, autre conséquence dans le réel, ça se passe en ce moment au Pakistan. Oui, conséquence tragique. On a mardi un policier qui a été abattu dans le nord-ouest du Pakistan au 2e jour d'une nouvelle campagne anti-polio dans le pays. Le Pakistan, c'est un des derniers pays au monde où la poliomyélite reste endémique. Et dans ce pays, on a des milliers de vaccinateurs qui sont escortés, accompagnés, protégés par des policiers qui sont régulièrement ciblés par des attaques. C'est dire à quel point l'anti-vaccination peut aussi déboucher sur des violences physiques, meurtrières en l'occurrence. Je sais que c'est difficile, mais c'est déjà l'heure de la conclusion, Tristan. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que quand on est anti-vax, on n'est rarement que anti-vax. Soit on était déjà complotiste sur un sujet et on a été contaminé par ces discours anti-vax, soit on est anti-vax et cette vision un peu paranoïaque du monde vous emmène à croire à d'autres théories complotistes. Et ensuite, je dirais que ce revival anti-vax auquel on assiste est clairement indexé à la puissance de l'influence américaine, à l'irradiation américaine aujourd'hui sous l'administration Trump, qui donne véritablement des ailes à la complosphère anti-vax planétaire. Oui, c'est difficile d'être anti-vax sans être complotiste, en fait, parce que si on est convaincu que les vaccins sont nocifs, dangereux, alors il faut expliquer pourquoi les autorités sanitaires et l'État nous encouragent à nous vacciner. Donc on est là dans une vision du monde qui s'affranchit de la réalité. On est bientôt 5 ans après la première grande campagne de vaccination anti-Covid mondiale. On a plus de 4 milliards de personnes qui ont été vaccinées à la fin de l'année 2021. Et on peut affirmer que le cataclysme sanitaire vaccinal dont les anti-vax nous parlaient à l'époque, certains parlaient du vaccin comme d'une arme biologique, qui allait décimer des milliards de personnes, c'est ce qui était dit à l'époque, eh bien cette catastrophe sanitaire, elle n'a tout simplement pas eu lieu. Il ne faut jamais oublier de le rappeler. Merci Rudy Reichstadt. Merci Noé da Silva. Merci Tristan Madès France. Merci à tous. Sans oublier Antoine Fortin au son, Nicolas Andreu, Chérif Bitelmadji et Pascal Baudot à la vidéo. C'était le 96e numéro de Complorama. À bientôt.